Alors, à quoi ressemblera l'école de demain? Que voudra-t-on transmettre à nos enfants dans le futur? L'école va-t-elle disparaître? Autant de questions que nous poserons à nos invités à l'occasion du bicentenaire du Figaro. Noémie Ledonné, vous êtes directrice de recherche à l'OCDE, une célèbre institution internationale et auteur du rapport PISA, le célèbre rapport qui compare les différents systèmes éducatifs. Bonjour. Bonjour, Sophie de Terlet. Jacques Attali, vous êtes polytechnicien, énarque, vous avez été conseiller, collaborateur principal de François Mitterrand et vous avez influencé de nombreux présidents de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Et j'aimerais citer cet ouvrage, parmi les nombreux ouvrages dont vous avez été l'auteur, qui s'appelle « Histoire et avenir de l'éducation ». J'avoue qu'il m'a beaucoup inspiré pour cette émission, parce que, comme toujours, vous prédisez l'avenir, et on va en parler pendant cette émission. Paul-Henri Wallet, vous êtes journaliste au Figaro étudiant. Alors, Paul-Henri, est-ce que dès aujourd'hui, est-ce qu'il existe des écoles où les professeurs ont été remplacés par des machines ? Eh bien oui, et c'est ce que nous rapporte un reportage du New York Times paru en juillet dernier. Le quotidien américain a visité l'Alpha School au Texas. Il s'agit d'une école où les élèves apprennent en autonomie avec l'intelligence artificielle. Alors concrètement, les enfants dialoguent, échangent, s'entraînent avec la machine et ils peuvent ainsi progresser chacun à leur rythme. Alors des adultes sont bien présents, mais ils n'ont pas un rôle d'enseignants. Ce sont plutôt des guides, des coachs qui vont être chargés d'encourager et de cadrer les élèves. Alors, est-ce qu'il y a des écoles qui fonctionnent comme ça en France ? Non, pas encore. En France, il n'y a pas d'école où l'usage de la technologie est aussi poussé, mais l'IA pénètre bien dans les classes. Et de ce point de vue, c'est plutôt dans l'enseignement supérieur qu'on va trouver les écoles les plus en avance. Alors, plusieurs grandes écoles comme l'ESCA ou PSB, la Paris School of Business, proposent déjà des compagnons IA. Il s'agit de chatbots maison qui ont été développés par ces écoles, qui ont accès à l'intégralité du cours. Les élèves peuvent leur poser des questions et elles se font donc le relais des enseignants pour expliquer des notions qui ont déjà été vues en classe. Alors moi je vois beaucoup d'élèves et déjà ils l'utilisent pour s'exercer tout simplement, pour faire des exercices. Oui, parce que bien utilisé, l'IA est un réservoir infini d'exercices. Grâce à des modèles de langage comme ChatGPT, les élèves peuvent déjà générer des entraînements qui vont être parfaitement adaptés à leur niveau. Mais il y a aussi des outils spécialisés qui émergent. En France, l'Éducation nationale a ainsi signé un partenariat avec la société Evidence B qui a développé la solution MIA. C'est un logiciel qui est accessible depuis septembre à tous les élèves de seconde. Et cet outil, eh bien, il puise dans le programme pour créer des exercices qui vont être ensuite adaptés, qui vont correspondre au niveau de l'élève. Alors par contre, il faut un peu encadrer, j'imagine, ces usages. Eh bien, oui, c'est mieux parce que si l'IA peut favoriser l'apprentissage, d'un autre côté, elle peut aussi rendre un peu paresseux. Et c'est pour cette raison que pour tout ce qui est traduction, recherche, rédaction, souvent, du coup, la tentation pour les élèves, ça va être de s'en remettre complètement à la machine. Alors, résultat, certaines écoles se sont déjà adaptées pour éviter la triche. Et l'une des solutions principales, eh bien, ça consiste à limiter les devoirs à la maison, ou en tout cas les devoirs notés à la maison, et de favoriser les devoirs sur table. Ça permet aux enseignants d'éviter d'avoir à noter des copies qui sont intégralement rédigées par les IA. Ouais, ce serait dommage. Jacques Attali, face au bouleversement que représente l'intelligence artificielle dans l'éducation, est-ce qu'on va continuer à l'avenir à apprendre à lire, à écrire, à compter, à traduire, qui est un peu le fondement de l'école primaire ? A priori, non, puisque la machine peut lire pour nous, puisque si vous avez un texte, la machine peut vous le lire, elle peut écrire si vous dictez, elle compte naturellement pour vous et elle traduit pour vous. Donc les savoirs qu'on considérait comme fondamentaux antérieurement ne sont plus nécessaires. Mais en même temps, ce sont des savoirs qui sont absolument nécessaires pour le développement du cerveau. Donc même s'ils ne sont plus nécessaires en tant que tels, parce que la machine le fait à votre place, il va falloir les développer pour d'autres activités, et en particulier pour que le cerveau trouve son plein emploi. Il ne faut pas le craindre, parce que quand est apparue l'imprimerie, on avait dit que ce serait la mort du cerveau, parce qu'on n'aura plus besoin de mémoriser, puisque les livres vont être bon marché, donc on n'aura plus besoin d'apprendre par cœur. Mais en réalité, ça n'a pas du tout été la mort du cerveau. On trouve déjà, vous nous en avez donné des exemples,
des moyens d'utiliser d'une façon extraordinairement positive, à condition que ça reste des instruments qui soient mis au service de gens qui apprennent par ailleurs et qu'on développe chez les élèves des qualités autres qui sont la curiosité, l'émerveillement, la niaque, très importante qualité. La motivation. Oui, et l'altruisme. Qualités qui doivent absolument être développées pour créer les conditions d'un véritable apprentissage et d'une créativité. Maintenant, l'usage des écrans est un désastre. C'est pour ça qu'il faut créer les conditions pour le modérer, pour éviter que ça soit trop utilisé jusqu'à l'âge de 14-15 ans et qu'après, ce soit encadré, que ce soit au service d'une culture générale. Si on a une culture générale, ces outils peuvent être formidablement utiles. Si on n'en a pas, c'est un substitut au savoir et c'est un désastre. Noémie Ledonné, l'État investit dans l'IA pour 20 millions d'euros. Les enseignants disposeront d'un assistant numérique pour faire leurs cours, corriger les devoirs, etc. Est-ce que c'est une bonne chose pour le système éducatif français ? Alors, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire l'impasse de l'investissement dans ces technologies. Ces technologies ont envahi le monde du travail. On est nombreux maintenant à utiliser ChatGPT et autres outils pour rédiger des emails, résoudre des problèmes, générer des listes d'idées, corriger des mails, etc. Donc, il va falloir investir là-dedans, à la fois pour, en effet, équiper les enseignants dans leur travail, les outiller, mais aussi, il va falloir réfléchir à comment on enseigne aux élèves comment utiliser ces technologies. Il va falloir former les enseignants aussi à les utiliser. Et puis, il va falloir réfléchir à, en effet, comment modifier les programmes scolaires pour que donc, ça intègre des enseignements sur l'IA, mais aussi adapter le reste des programmes pour qu'on suive, pour qu'on puisse être au pas avec le développement de l'IA dans le monde du travail et dans le monde virtuel qu'on fréquente dans nos vies personnelles. Prenons l'exemple de l'histoire. Si on fait confiance à la machine en tant que telle, on ne saura plus rien de l'histoire, puisqu'on ira chercher la réponse à une question. Mais si on ne sait rien de l'histoire, on ne sait rien de ce qu'on est soi-même, on ne connaît rien de son identité. Donc apprendre l'histoire reste une nécessité absolument fondamentale pour former un citoyen. De même, apprendre la grammaire, la langue, la littérature, lire des livres, reste fondamental pour ouvrir l'esprit à des univers, à un style, à une façon de parler. Sinon, le risque, vous le dites dans votre livre, c'est la barbarie de l'ignorance. Oui, c'est la barbarie de l'ignorance qui va venir par le fait qu'il va être de plus en plus difficile à avoir assez de professeurs, en particulier dans les pays du Sud, mais aussi parce que si on ne connaît pas au moins 3000 mots, sinon 10 000, l'esprit n'est pas assez développé. C'est un grand trésor, les mots. En connaître, avec 500, on se débrouille, mais on n'a aucune capacité à imaginer et à développer vraiment son cerveau. Donc, apprendre un maximum de mots. Et l'IA ne peut pas le faire à notre place. C'est notre cerveau qui doit apprendre des mots. Ça se fait en lisant, en écrivant, en travaillant. Ceux qui auront fait confiance à la machine seront les esclaves de la machine. Ce seront les ignorants barbares qui seront des serviteurs. Ceux qui auront utilisé la machine comme un moyen de développer leur propre cerveau et qui auront fait confiance à l'érudition, en matière culturelle, en matière scientifique, en matière mathématique, rien ne remplace les mathématiques. De toute façon, il faut bien que quelqu'un écrive ses programmes. À la fin des fins, il y a des gens qui le font. Et si on veut être de ceux qui maîtrisent les programmes, qui les font, plutôt que seulement être les galériens qui les utilisent, il vaut mieux avoir acquis toutes ces connaissances soi-même et pas seulement les confier à des machines faites par d'autres. Jacques Attali, j'avais une question pour vous. Est-ce que ça va pas être le retour finalement de l'école à la maison, puisque pour éviter finalement la violence, le harcèlement et puis parfois l'ennui, finalement ChatGPT, on pourra apprendre chez soi. Des parents même pas très érudits, même pas très formés, peuvent aujourd'hui enseigner à la maison. Alors il y a eu des lois qui l'ont un peu encadré, l'école à la maison, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir un retour de ce système ? Ça dépend dans quel pays, dans quel contexte. Les deux meilleurs systèmes au monde d'enseignement aujourd'hui, c'est ceux d'ailleurs le CDE le démontre, c'est ceux de Singapour et de la Finlande, pour l'instant. Mais ça change très vite. Il y avait un très bon système en Finlande, en Suède, qui s'est effondré. Il y a des tas de pays où on n'aura plus assez de professeurs. Si vous prenez l'Afrique, où dès aujourd'hui, vous avez parfois 100 élèves par classe, ça n'a pas de sens. Et là, l'enseignement à distance a du sens.
Quand vous avez des pays où les parents n'ont pas de formation, ils ne peuvent pas enseigner à leurs enfants, bien sûr. Mais dans certains pays, et en particulier en France, quand les parents ont un niveau assez élevé, c'est possible. Surtout que, heureusement ou malheureusement, on a beaucoup moins d'enfants, donc c'est possible. Maintenant, il ne faut pas que l'enseignement à la maison soit une façon de faire en sorte que les femmes soient interdites de travail, puisque ça revient à les coincer à la maison. Il ne faut surtout pas ça. Donc l'école est une façon aussi de pousser les enfants hors de la maison, en dehors du fait que... Et de libérer les femmes. Voilà, ça libère les femmes pour pouvoir vivre leur vie. Et en plus, l'école à la maison, si on l'a rendue difficile, c'est aussi parce qu'il y avait des enseignements de sectes ou religieux qui rendaient très difficile l'apprentissage des bases d'une vie collective. Donc, même s'il y a de très grands esprits, Blaise Pascal, par exemple, doit tout au fait que c'est son père qui lui a fait l'école. Il n'a pas été à l'école de l'époque, qui était une catastrophe au XVIIe siècle. C'est épouvantable. C'est son père qui lui a appris les bases. Et beaucoup de gens de très haut niveau ont appris à la maison. Oui, c'est ce qu'on voit dans votre célèbre biographie de Blaise Pascal, que j'ai lu aussi. Et c'est vrai que ça m'a fasciné, la relation qu'il avait avec son père, qui lui a tout appris. Tout appris. Comme d'ailleurs, il a tout appris à ses sœurs, et qui fait que ses sœurs étaient tout aussi sophistiquées que lui. On parle trop souvent de Blaise et pas assez de Jacqueline et de Gilbert. Donc, oui, l'enseignement à la maison, dans certaines circonstances, son père était un grand savant, c'est un cas très particulier. Donc je ne crois pas qu'on puisse généraliser, d'autant plus qu'aujourd'hui, quand les enfants sont à la maison, ils sont sur les jeux vidéo, ils sont pas... Oui, on n'est plus à l'époque de Blaise Pascal. Voilà, ça n'est plus. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que les enfants échappent à l'encadrement, à la tyrannie des jeux vidéo, à la tyrannie des écrans. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de pousser les enfants à lire. Lire des livres, des vrais livres sur écran. C'est pas la même chose. C'est possible, mais lire des livres. Lire des livres, c'est fondamental. Pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, que ce soit des livres littéraires, des livres scientifiques, rien ne remplace la culture que les livres donnent. Je souscris juste à ce que dit M. Jacques Attali, puisque les derniers résultats de PISA, donc notre enquête à l'OCDE, montrent qu'en effet, les élèves réussissent moins les questions qui portent sur des textes plus longs. En revanche, ils ont progressé sur la compréhension des textes beaucoup plus courts, les infographies, donc, puisque ce sont en fait des moyens de communication beaucoup plus fréquents aujourd'hui. Mais j'insiste, je pense qu'en effet, il faut continuer à lire des livres et il faut faire remonter les performances sur ces questions-là aussi à PISA. Est-ce que vous pensez qu'une machine peut donner envie d'apprendre ? Parce que, en fait, oui, mais comme avant, vous le disiez, à la bibliothèque, il y avait déjà des livres. Enfin, on n'a pas attendu l'IA pour avoir l'information. Et avec Google, il y avait l'information. Mais est-ce qu'une machine, est-ce que ChatGPT peut donner envie ? Alors, peut-être Noémie. Je pense que rien ne peut remplacer une relation entre humains dans le processus d'apprentissage. Ceci dit, un outil peut être... au moins peut générer un petit peu de motivation, c'est certain. Mais je pense que rien ne motive plus un élève que le fait qu'il va pouvoir partager sa connaissance avec quelqu'un d'autre, le fait qu'il puisse avoir un retour positif de ses parents, de ses enseignants, échanger avec d'autres élèves de sa classe. Rien ne peut remplacer la relation humaine. Je pense qu'on est avant tout des êtres sociaux, émotionnels. Et donc, oui, ça peut motiver, mais ce n'est pas le but final, clairement. Jacques Attali, est-ce qu'on va former des élèves paresseux ? On a eu la génération Covid, c'est la génération qui était enfermée chez soi. Aujourd'hui, est-ce qu'on va former des enfants paresseux, tout simplement ? La clé de tout, c'est la niaque, ce que vous avez appelé la motivation, c'est la clé. Je ne crois pas du tout que le QI ait la moindre importance. C'est vrai ? Ce n'est pas sérieux, c'est une mesure extrêmement abstraite et arbitraire. Par contre, la motivation, c'est l'essentiel. Alors la motivation, soit on l'a, soit on l'a pas, mais aussi ça se cultive. Et quand on a de la motivation, ça vient soit par une passion, soit par la peur d'échouer, pour des tas de raisons, alors tout s'ouvre. La culture générale, la volonté de partager avec les autres. Donc la première chose à enseigner, c'est la motivation. Mais ça s'enseigne ou est-ce que c'est un peu inné ? Non, c'est pas inné. Ça s'enseigne d'abord en faisant découvrir les projets possibles. Et on a une motivation si on a un projet. Et pour ça, il faut essayer beaucoup de choses pour savoir quel est le projet qui vous convient. Il faut aussi faire comprendre le risque de l'échec. Parce que si on est un enfant paresseux, si on fait rien, si on passe son temps à jeux vidéo, il faut comprendre que la vie qu'on va avoir après, c'est une vie d'esclave, soumis à la qualité des autres.
ne sera pas une vie intéressante. Donc la motivation vient à la fois du projet ou de la peur d'échouer. Les deux sont des façons d'acquérir la motivation. Et ça, c'est l'entourage qui peut y aider. Et ça ne s'apprend pas en regardant. J'ai une question, Jacques Attali. Cette année, il y a une petite fille de 9 ans, je ne sais pas si vous avez suivi, qui a eu son bac. Elle a été coachée pour ça par Hugo Sbaï, qui lui-même avait eu son bac à 12 ans. Je crois qu'il a eu son doctorat à 17. Et il veut montrer par cet exemple que ça ne dépend pas du QI, tout le monde peut avoir le bac à 15 ans. Et alors vous qui avez fait des brillantes études, je rappelle que vous avez fait Polytechnique, vous avez passé le concours 2 fois, la deuxième pour sortir major, c'est ce que j'ai lu. Je ne l'ai passé qu'une fois et j'ai été major. Vous l'avez passé qu'une fois et vous avez été major. Alors on va corriger votre fiche. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on va réduire la durée des études? Puisque finalement un élève peut peut-être préparer Polytechnique depuis sa chambre. Et on a interviewé il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Paul-Henri qui l'a fait, un jeune qui a décroché Polytechnique en 1 an. Est-ce qu'on va vers une réduction du temps scolaire? Tous les progrès humains se font en réduisant le temps nécessaire pour faire quelque chose. Il y a 2 choses qu'on ne sait pas réduire aujourd'hui. C'est le temps nécessaire pour faire un enfant et le temps nécessaire pour apprendre une langue. Ça, on ne sait pas le réduire. Et je ne pense pas que ni l'un ni l'autre, il faut essayer de le réduire. C'est pas intéressant. Non, d'autant plus que toutes les leçons, toutes les expériences montrent que les enfants précoces échouent plus tard. Quiconque réussit très vite, très tôt, ne sera pas quelqu'un qui va réussir plus tard. Il faut prendre son temps, maturer, avoir une érudition large, pas une spécialisation. Rares sont les enfants précoces, sauf dans certains domaines, en particulier en musique. Mozart était un enfant précoce. Mais en général, les enfants précoces, moi je l'ai vu des milliers de fois, les enfants précoces n'ont pas un grand avenir. Il faut au contraire asseoir les bases. Et ça suppose. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la curiosité, l'émerveillement, l'érudition, qui doit être aussi transparente. Si vous voulez vraiment avoir une vraie culture et avoir une capacité d'agir sur le monde, il faut avoir une compétence aussi vaste que possible. Un des drames des études américaines ou françaises, c'est l'ultra-spécialisation. Vous vous spécialisez dans un domaine, et puis vous vous rendez compte un peu plus tard que ça ne sert à rien. Par exemple, on est en train de spécialiser beaucoup d'enfants ou de jeunes à faire du codage, oui. Et on sait maintenant que ça ne sert plus à rien. Oui, parce qu'on peut coder avec ChatGPT. Parce que les machines codent à votre place. Il vaut mieux avoir une connaissance beaucoup plus, qu'on appelle méta, c'est-à-dire globale, sur ce que c'est que la structure du langage et du cerveau. C'est pour ça que je crois que les principales sciences de demain sont les neurosciences, parce que c'est dans la structure de langage qu'on va faire les grandes innovations de demain. Donc, la spécialisation trop rapide. Donc la précocité pour la précocité, non, ça ne sert à rien. Noémie Ledonné, un rapport de l'OCDE récent justement parlait de montrer que les Français font de trop longues études et finalement pour un résultat très décevant. Un expert de chez vous a même dit que certains étudiants à l'université avaient le niveau d'un enfant de 10 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On fait de trop longues études en France. C'est vrai que nous, on a regardé, du coup, en fait, au début du XXe siècle, on pouvait rentrer à HEC à 15 ans. On pouvait, Sciences Po, finalement, jusqu'aux années 80-90, c'était en 3 ans. Aujourd'hui, c'est en 5 ans. Est-ce qu'on ne fait pas de trop longues études aujourd'hui? Alors, je sais que Jacques Attali a été à l'origine de la réforme LMD, donc il pourra aussi en parler. Mais en tout cas, ce rapport montre qu'il y a un petit souci quand même. Alors, en fait, peut-être, et ça a fait le lien avec la question d'avant, il y a des étapes en fait dans les apprentissages. On sait que le cerveau est plastique à certains moments. On sait qu'il faut concentrer notamment le développement des compétences sociales et émotionnelles dans la jeune enfance, mais aussi ensuite, qu'il y a des phases très importantes où tout le primaire, les enfants sont très curieux. Il faut exploiter ça un maximum. Et puis, entre 10 ans et 15 ans, les enfants sont soumis à des perturbations hormonales, ils traversent l'adolescence, leur personnalité change, leur cerveau se modifie, leur connexion neuronale se modifie, et il faut aussi exploiter cette période et l'accompagner. Et donc, il faut qu'on ait un système éducatif qui suive le développement psychomoteur et puis le développement cognitif des enfants, et qui
propose des contenus appropriés à l'âge des enfants. Ensuite, sur la question des études supérieures, il y a beaucoup de débats au sein des économistes de l'éducation et des spécialistes de l'éducation sur la durée des études. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains économistes ça peut critiquent... accélérer tout ça, en fait. Possiblement. Il y a cette idée que peut-être le diplôme, en plus, ne joue moins bien comme un signal, que la valeur ajoutée d'une année supplémentaire d'études est moins valorisée sur le marché du travail et qu'on apprend moins au fur et à mesure qu'on continue à progresser. Ceci dit, il faut garder ça en tête qu'en fait... il faut du temps pour un individu pour que les idées maturent, pour qu'il développe cette maturité. Et donc, peut-être qu'il faut chercher des systèmes un peu plus hybrides où on continue en effet d'avoir de la formation, potentiellement plus dirigée par soi-même que par un système éducatif extérieur qui choisirait pour tout le monde et qui déciderait que c'est en 5 ans ou en 3 ans, etc. Et qui est quelque chose de plus hybride entre travailler et étudier en même temps, continuer d'étudier. Et il faut continuer d'étudier tout au long de la vie parce qu'on sait que maintenant les métiers évoluent plus vite que les formations. Justement, on parle des métiers. Dans votre livre, Jacques Attali, vous parlez tous les métiers manuels, plombier, carreleur, etc. Il y a François Ruffin qui justement suggérait qu'on introduise beaucoup plus de travaux manuels à l'école. Moi, j'ai connu l'époque où on faisait travaux manuels à l'école. J'ai appris à coudre. Peut-être des lecteurs qui sont ici ont connu cette époque. On apprenait à faire de la menuiserie. Aujourd'hui, ça a complètement disparu à l'école. Est-ce qu'il faut réintroduire ça au collège ? Non, ça n'a pas disparu à ma connaissance. Mais on apprend, heureusement, non pas aux filles à coudre, ce qui a une dimension sexiste, mais on apprend à tous de faire du jardinage. On apprenait aussi aux garçons à coudre à l'époque. Très bien, de faire du jardinage. Non, ce qui est vrai, c'est que l'école n'est qu'une étape dans le processus beaucoup plus vaste de transmission. Si vous prenez les sociétés très anciennes, on transmettait par la famille. Le père transmettait à son fils le métier et le fils reprenait le métier du père. Ensuite, on a enseigné par l'atelier. C'est dans l'atelier qu'on apprenait. Il n'y avait pas d'école. L'école, ça date du 19e siècle, sauf aux Pays-Bas où ça commençait plus tôt. Et l'école, si vous la regardez, elle ressemble beaucoup à l'usine. On passe d'une année à l'autre comme une voiture passe d'un poste à l'autre avant d'être achevée. Donc, l'école ressemble à l'usine. C'est-à-dire le mode d'organisation du travail moderne. Avant, l'enseignement se faisait comme l'atelier, puis avant comme la ferme. Au sein de la famille. Voilà. Donc, dans l'avenir, ça va changer. En plus, pour la raison que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on apprend tout au long de la vie maintenant. Tout ce qu'on apprend au début ne sert à rien. Donc, il est vraisemblable que l'école disparaisse. Je pense qu'elle va, en tout cas, perdre une grande partie de sa place. On apprendra en famille, pour ceux qui auront le privilège de pouvoir le faire. Ça suppose d'avoir une famille qui peut vous apprendre, une maison qui ne soit pas aussi sonore que cet endroit pour pouvoir travailler, et un bureau. Un bureau, une table et une chaise pour être tranquille, pour apprendre. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde à travers le monde. Donc, on apprendra aussi en famille, on apprendra dans le reste du monde, et on apprendra toute sa vie. Donc, à quoi sert l'école ? À apprendre à apprendre. Donc, à apprendre des connaissances de base, mais surtout à remettre en cause en permanence ce qu'on sait et à apprendre où chercher des connaissances nouvelles. Donc, elle va avoir un rôle beaucoup moindre dans la transmission, d'autant plus que la transmission va être mixte. Les jeunes, déjà, apprennent aux personnes plus âgées. Les jeunes apprennent à leurs parents des choses, en même temps que leurs parents leur apprennent des choses. Donc, cette transmission multiple va prendre une dimension qui fait que l'école aura un rôle moindre. Aux États-Unis, déjà, on voit beaucoup de gens ne plus aller à l'université. Oui, surtout que l'université américaine coûte cher. Voilà. Elle devra aussi s'adapter, j'imagine, en France aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont à la sortie des collèges, c'est-à-dire des lycées, avant le collège, aux États-Unis, et leur disent c'est pas la peine de vous endetter pour faire des études universitaires. Venez chez moi, je vais vous apprendre un métier. Et vous aurez un diplôme de mon école, de mon entreprise. Donc, les universités ont beaucoup de menaces qui pèsent sur elles si elles ne se révèlent pas et si elles ne deviennent pas des écoles permanentes tout au long de la vie. Il faut qu'elles soient ouvertes à leurs anciens élèves tout au long de leur vie. Ce n'est pas encore le cas. Noémie Ledonné, vous comparez les systèmes éducatifs à travers le monde. Est-ce qu'il y a un modèle à suivre en particulier ? Alors, moi j'ai regardé la Corée, l'Estonie, la Pologne. Est-ce qu'il y a un modèle qui est plus en avance que nous et qu'à l'avenir, il faudrait suivre ?
Alors la réponse est non, il n'y a pas un seul modèle qu'il faudrait suivre. Il y a un certain nombre de pays qui se distinguent parce qu'ils sont à la fois performants et équitables. Donc, vous en avez cité quelques-uns. Il y a quelques pays du monde anglophone comme le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande. En Europe, on a l'Estonie, en effet, et puis on a les modèles asiatiques avec la Corée, le Japon, et puis on rappelle toujours les pays scandinaves. Ils ont des choses en commun, et c'est ça qui est intéressant de regarder à mon sens. Une première chose, c'est qu'ils ont tendance à retarder la sélection vers les filières sélectives ou vers les différentes filières. Ils ont tendance à ne pas faire redoubler les élèves. Donc ça, c'est des messages qui ont été relativement bien passés en France, tout à fait. Ça n'a rien changé. On double plus, mais le niveau ne s'est pas élevé pour autant. À ceci près qu'il faut, je pense, continuer d'équiper les enseignants pour gérer un groupe classe plus hétérogène. Peut-être que l'IA pourra aider en partie à ça. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a quelques années, j'avais travaillé à regarder ce qu'ils ont en commun dans la manière dont ils gèrent leur population d'enseignants. Et il y a 3 choses qui sont intéressantes à mon sens. La première, c'est que les enseignants dans ces systèmes éducatifs ont une période de formation initiale qui est couplée avec de la théorie et de la pratique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste la théorie à l'université, puis ensuite on est lancé devant sa salle de classe. Ouais. On fait les deux en même temps et elles se nourrissent mutuellement, théorie et pratique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la formation continue qui répond aux besoins de l'établissement, vraiment au plus près. Et troisième chose, c'est des évaluations des enseignants qui est liée à la formation continue. Donc on propose une formation continue à l'enseignant qui correspond à ses faiblesses. Jacques Attali, l'émission va se terminer. J'aimerais que vous nous disiez, vous, ce que vous avez connu dans l'école des années 50, que vous avez connu, ce que vous aimeriez garder dans l'école du futur. La qualité des enseignants, bien sûr. La qualité des enseignants et leur passion. Quand les professeurs français sont payés moitié moins qu'ils ne sont en Allemagne, et presque moitié moins qu'ils ne sont en Finlande, quand ils n'ont pas autant de formation qu'eux, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient aussi bons et que les meilleurs ne partent pas. Donc d'abord, créer les conditions de faire en sorte qu'on attire les meilleurs pour enseigner. Et c'est loin d'être le cas. Et je suis particulièrement inquiet pour la France parce que le niveau de prolétarisation des enseignants est très inquiétant. Vous vous souvenez d'avoir eu des enseignants merveilleux ? Merveilleux. Je me souviens d'instituteurs dont je connais encore le nom. Je suis resté en contact avec eux toute leur vie. Et évidemment des professeurs du supérieur magnifiques. Donc c'est d'abord une relation professeur-élève. Merci à tous, merci d'avoir participé à cette émission exceptionnelle à l'occasion du bicentenaire du Figaro. Merci Jacques Attali, merci beaucoup, c'était un honneur de vous recevoir. Noémie Ledonné de l'OCDE, merci beaucoup. Paul-Henri Ouellet du Figaro étudiant. Merci à tous, public, et je vous recommande bien sûr de lire le Figaro étudiant et de nous retrouver tous les jours dans notre quotidien. Merci beaucoup.